on a sur le même pays, la France, dans le même continent, sur le même marché européen, deux entreprises qui clairement font des choix complètement différents. Le choix de Mittal, honnêtement, j'ai du mal à le comprendre, mais si jamais ils veulent tout délocaliser en Inde et au Brésil, c'est à peu près ça qu'il faut faire. Et le choix d'une entreprise européenne, une entreprise familiale italienne, qui investit de l'argent privé avant tout pour être capable de moderniser la production et de produire de l'acier recyclé et de l'acier vert en Europe, puisqu'il y a un marché pour ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e journal de bord de mon mandat de député européen. Aujourd'hui, on va parler de différents éléments liés à l'actualité du mois d'avril 2025. Je vais d'abord brièvement parler de la mort du pape François et du rôle qu'il a eu sur la prise de conscience écologique au cours des 10 dernières années. Je vais ensuite parler de gens qui clairement n'ont pas pris en compte la question de l'écologie, à savoir ces ultra-riches, ces multimilliardaires qui brûlent des centaines de tonnes de CO2 pour pouvoir passer 11 minutes dans l'espace. On en a parlé ce mois-ci autour de la figure de Katy Perry, mais en réalité il y a des dizaines de personnes comme elle qui ont déjà fait ça. Ensuite on va prendre un moment assez long pour aller dans le détail d'un dossier qui est hyper important en ce moment, qui est le secteur de l'industrie de l'acier, qui fait face à une situation très critique et qui concerne des milliers d'emplois en France, notamment dans le nord de la France, à Fos-sur-Mer à côté de Marseille et dans l'Est. Et enfin, on va aussi un peu parler de la situation des scientifiques aux États-Unis qui sont menacés par Donald Trump et que l'Union européenne devrait soutenir. Soutenir du coup évidemment les scientifiques américains. Alors pour commencer par le pape François, effectivement c'est pas habituel pour moi de parler d'un pape et voilà, j'ai des points de vue sur ce qu'il a dit et je partage pas toutes les opinions que le pape François a pu exprimer. Mais il y a un sujet où il a joué un rôle extrêmement important à la fois dans l'Église catholique, mais aussi plus généralement dans la société, dans le débat qu'on a dans notre société, c'est sur la question de notre rapport à l'environnement. L'acte majeur du pape François sur les questions de protection de l'environnement, c'est l'encyclique Laudato Si, qui est un texte qui a été publié en 2015. Alors pour se remettre dans la situation où on était, en 2015, au moment où il publie ça, on parle pas trop d'environnement et de climat dans notre société française à l'époque. On en parle un peu, il y a eu des choses qui ont été faites un peu en 2008, des décisions qui ont été prises à la fin des années 90, mais c'est pas l'élément central. Donc on est avant que beaucoup d'acteurs et d'actrices commencent à parler de changement climatique en particulier. On est avant la mobilisation des jeunes pour le climat, avant Greta Thunberg, avant Camille Etienne et d'autres personnalités qui ont mis la question climatique au centre du débat à la fin des années 2010. Là on est en 2015, et en 2015 on prépare ce qui va ensuite faire une grande conférence sur le climat qui a lieu à Paris, qui va adopter un accord extrêmement important qui s'appelle l'accord de Paris pour le climat. Mais à l'époque où Laudato Si sort, on n'a pas de certitude en fait sur ce qui va se passer. Et le texte de cette encyclique, que vous soyez croyant ou pas croyant, mais si vous êtes intéressé par les questions d'environnement, de rapport entre les êtres humains et la nature, moi je vous encourage à la lire. Déjà parce que c'est un texte qui est très bien écrit, mais aussi parce que c'est un texte qui nous interroge nous sur la manière en fait dont on a mal appréhendé le rapport entre les êtres humains et la nature. Et rien que la distinction être humain-nature interpelle déjà comme si c'était deux choses séparées, alors qu'évidemment, nous, êtres humains, nous faisons directement, pleinement, nous sommes encastrés, si je puis dire, nous sommes inclus dans cet environnement fait d'espèces vivantes, fait d'animaux humains et d'animaux non humains, mais aussi de végétaux. Il y a un passage en particulier de l'encyclique que j'ai relu, alors je n'ai pas relu toute l'encyclique, mais j'ai relu ce passage-là à la mort du pape François, et qui parlait notamment de la notion d'émerveillement, qui disait qu'à partir du moment où on ne se donne pas l'occasion d'être émerveillé par la nature, il est beaucoup plus facile d'être dans l'approche qui reste malheureusement l'approche de notre société aujourd'hui, une approche de domination, une approche qui voit dans la nature quelque chose qu'il faut casser, exploiter, et non pas quelque chose de merveilleux qu'il nous faut protéger. Cet élément-là d'émerveillement, évidemment, il résonne avec des expériences personnelles que j'ai eues. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a beaucoup de gens en fait, qui passent leur temps en ville. Alors il y a aussi des éléments d'espace naturel en ville, mais c'est quand même moins
il y a moins de capacité à s'émerveiller du fait de voir un pivert, par exemple, en ville que lorsqu'on est en périurbain ou en campagne, ou même qu'on a la chance d'avoir des parents qui nous emmènent faire des balades en forêt, faire des balades à la montagne, et qui aussi nous expliquent un peu l'environnement dans lequel on vit. Et donc, quelle qu'ait été l'action et l'inaction et les propos du pape François sur beaucoup de sujets, clairement sur la question de l'environnement, il a joué un rôle extrêmement important, à la fois dans l'Église catholique mondiale, mais aussi française. Le mouvement Église verte, par exemple, est impulsé à la même époque. Et il y a eu une vraie action des catholiques de France sur la question de l'écologie et de la protection de l'environnement, mais aussi au-delà, bien évidemment, de l'Église catholique, aussi auprès des gens qui croient différemment des catholiques, mais aussi parmi les gens qui ne croient pas. Et il y a eu cette voix du pape François qui nous a appelés à repenser notre rapport à la nature, à être capable de mieux protéger l'environnement. Et du coup, je voulais en parler brièvement aujourd'hui, en ce mois d'avril 2025 où le pape François est décédé. Le sujet prochain, en fait, c'est de parler de gens qui n'ont clairement pas lu l'encyclique Laudato Si, ou en tout cas, s'ils l'ont lu, ils ne l'ont pas compris. C'est les ultramilliardaires qui s'envoient dans l'espace en détruisant notre planète. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux récemment autour d'une figure américaine qui s'appelle Katy Perry, qui a donné une interview assez surréaliste et assez détachée pour le coup de la chose, mais en vrai, mettons de côté son cas particulier. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'on a des gens qui sont ultra riches et qui sont pris dans une espèce de volonté de prestige, de montrer qu'ils sont meilleurs que nous. Et il y a 20 ans, c'était des gens qui achetaient des Ferrari, etc., faisaient des allers-retours en avion tous les week-ends pour aller dans des hôtels de luxe. Et bien maintenant, ils ont une nouvelle manière de se sentir supérieurs à nous, c'est très littéralement d'aller dans l'espace. Et donc ça a été fait notamment par différents acteurs, mais l'acteur central de ça, c'est Jeff Bezos, qui est le patron d'Amazon, qui est aussi un des hommes les plus riches de l'histoire de l'humanité, qui a créé son entreprise qui s'appelle Blue Origin, et qui du coup fait du tourisme spatial. Fondamentalement, Katy Perry, mais aussi des dizaines d'autres avant elle, ils dépensent une quantité d'argent qu'on ne connaît pas. Il y a une personne qui a dit qu'elle avait payé 28 millions d'euros, 28 millions de dollars, c'est presque pareil en euros, pour pouvoir aller dans l'espace. Alors aller dans l'espace, pour eux, ça veut dire en fait monter dans une fusée pour aller à 100 km au-dessus de la Terre et redescendre. L'expérience dure 11 minutes, voilà. Donc bon, 28 millions d'euros pour 11 minutes, et en fait l'impact carbone il est immense, on est à peu près à 500 tonnes de CO2 pour ce type de choses, donc pour vous donner un ordre de grandeur, hein, pour que chacune et chacun d'entre nous ait une vie qui n'a pas trop d'impact sur notre climat, il faudrait essayer d'être à peu près à 2 tonnes de CO2 par an par personne. Ça, c'est l'objectif auquel on doit arriver et pour lequel on se bat ici au Parlement européen. Là, pour en 11 minutes, c'est 250 années. C'est 500 tonnes de CO2, donc c'est 250 années d'émissions d'une seule personne qui sont cramées pour 11 minutes de tourisme. Ça me permet quand même de rappeler un truc qu'on oublie souvent. Il y a un peu cette image parfois que ceux qui polluent, c'est les pauvres. C'est une image qui est propagée dans les médias. C'est absolument faux. Il y a vraiment une très très bonne corrélation entre le niveau de revenu et le niveau de pollution. Donc évidemment, il y a des gens qui se comportent différemment, mais en moyenne, les gens qui polluent le plus, c'est les plus riches. Il n'y a pas beaucoup de pauvres qui est capable de trouver 28 millions d'euros pour aller 11 minutes dans l'espace. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas beaucoup de pauvres qui du coup est capable de cramer 500 tonnes de CO2 en l'espace de 11 minutes. La plupart des pauvres vont même pas cramer 500 tonnes de CO2 dans l'intégralité de leur vie. Et même les gens des classes moyennes vont rarement réussir à brûler autant de CO2. Donc voilà, donc on vit dans un monde où il y a beaucoup de gens qui font des efforts. Enfin moi c'est évidemment une des raisons pour lesquelles quand je suis allé en Ukraine, j'y suis allé en train, c'est évidemment pour plein de raisons, déjà parce que j'aime le train, mais c'est aussi pour éviter de contribuer au dérèglement climatique. C'était quelque chose que je pouvais éviter, mais je veux aussi dans un monde où il y a des multimilliardaires qui n'en ont rien à faire et qui du coup participent activement au réchauffement de la planète. Et du coup, dans tous les sens du terme, le projet qu'on porte, nous, à Place Publique, nous, sociodémocrates européens, c'est un projet qui inclut la notion de sobriété. Et en fait, pour expliquer la sobriété en un mot, c'est de ramener les gens sur Terre, très littéralement. De faire en sorte que ceux qui sont complètement déconnectés de la réalité, ceux qui vivent une vie d'excès qui détruit
notre environnement, notre planète, la seule sur laquelle on peut vivre en nombre, nous êtres humains, et ben c'est de les ramener sur Terre. Ça fait penser à un autre intellectuel, pas le pape François, mais un autre intellectuel français, lui, qui s'appelle Bruno Latour, dont j'ai lu il y a quelque temps le livre Où atterrir, et il disait que y a un clivage politique nouveau qui s'est créé, c'est entre les terriens et les non-terriens. Les terriens, c'est des gens comme vous et moi, qui vivons sur Terre, qui n'avons pas d'autre projet que de vivre sur la planète Terre et qui du coup avons envie de la préserver. Et il y a un petit groupe, très peu nombreux, mais extrêmement riche, extrêmement puissant, avec des gens comme Katy Perry, avec des gens comme Elon Musk, avec des gens comme Jeff Bezos, beaucoup de multimilliardaires américains, hein, du coup, qui sont pas des terriens. Voilà. Leur projet est ailleurs, et ça nous pose problème parce que à un moment, la réalité physique se rappelle à nous, et honnêtement, détruire la planète Terre pour faire du tourisme dans l'espace, on peut faire mieux en 2025. Maintenant, je vais vous parler d'un sujet hyper important pour des milliers de personnes en France, c'est l'avenir de l'industrie de l'acier. Alors l'industrie de l'acier, elle vit une situation très compliquée qui est liée à plusieurs facteurs. Le premier élément, c'est avant tout qu'il y a une surproduction mondiale d'acier. C'est lié avant tout à la Chine. La Chine a décidé de construire des usines de sidérurgie en très très grande quantité et de produire à certains moments jusqu'à la moitié de l'acier mondial en Chine. Et du coup, on se retrouve partout avec des surcapacités. Une surcapacité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la capacité, par exemple sur une usine comme celle de Dunkerque, de produire 4, 5, 6 millions de tonnes d'acier par an, mais vous n'en produisez que 2, 3, 4. Et donc il y a un écart, c'est ça en fait la surproduction, et c'est généralisé dans le monde, en particulier à cause des décisions chinoises. L'acier, c'est vraiment une matière dont on a besoin pour faire 10 000 choses. On en a besoin pour, c'est vraiment un élément essentiel de la vie moderne. Pour vous donner 3 secteurs où on utilise pas mal d'acier en ce moment, il y a le secteur de la défense. Je visitais fin mars une usine de canons à Bourges, donc c'est les canons du fameux canon César, qui est un canon français qu'on livre en ce moment aux Ukrainiens. Après les canons, on a aussi les éoliennes. Le mât des éoliennes, il est très souvent fait en acier. Et donc, puisqu'on a besoin de plus d'éoliennes pour des questions environnementales, des questions climatiques, des questions de faible coût de l'énergie, puisque l'énergie éolienne produit à faible coût, mais aussi pour des enjeux sécuritaires, puisque Poutine peut nous couper le gaz, mais il ne peut pas empêcher le vent de souffler en Normandie, et plus d'éoliennes, ça veut dire aussi un besoin de plus d'acier. Et enfin, on a besoin d'acier pour nos voitures, idéalement nos voitures électriques. Nous ici, ce qu'on défend, c'est avant tout des petites voitures, donc des voitures qui, parce qu'elles sont plus petites et plus légères, ont aussi besoin de moins d'acier, mais il y a évidemment besoin quand même d'acier, même pour des petites voitures électriques. Vu que notre projet, ça consiste à remplacer des gros SUV qui polluent par des voitures électriques de taille petite et moyenne, il y aura besoin d'acier au moins pour produire ces petites voitures et ces voitures de taille moyenne électriques, bien évidemment. Et donc du coup, comment est-ce qu'on fait dans cette situation? On sait aussi que l'acier, c'est aujourd'hui, pour faire de l'acier, notamment dans les hauts fourneaux, c'est fait en fait à partir de charbon. On sait faire de l'acier autrement. D'une part, on sait faire de l'acier recyclé, mais même de l'acier primaire, on sait en faire autrement qu'avec du charbon. Pour ça, on prend en fait de l'oxyde de fer, c'est un peu le fer tel qu'on le trouve dans une mine de fer, et en utilisant de l'hydrogène, on peut faire ce qu'on appelle une réduction directe du fer, ce qui permet d'avoir un fer plus pur, si je puis dire. Ça permet d'enlever cette molécule d'oxygène, et du coup, c'est un élément qu'on peut utiliser pour ensuite produire de l'acier. Pour ça, pour cette deuxième phase de la production d'acier, il y a besoin de beaucoup de quantité d'énergie pour atteindre une chaleur très élevée. Pour atteindre cette chaleur-là, on peut utiliser du charbon qu'on brûle, mais on peut aussi tout à fait utiliser de l'électricité. Et donc, pour le secteur de l'acier, il y a à la fois besoin de faire face à la surproduction actuelle, besoin de continuer à produire pour des secteurs qui sont absolument essentiels, la défense et l'écologie notamment, et aussi besoin que cette production d'acier devienne verte, qu'il y ait un véritable verdissement de l'industrie de l'acier. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a adopté au Parlement européen un ensemble de décisions pour essayer de pousser le secteur de l'acier vers la production d'acier vert primaire en utilisant l'hydrogène et la production de plus en plus d'acier recyclé. Et il s'est passé 2 choses ce mois-ci en avril. Première chose qui est une très mauvaise nouvelle, c'est des annonces de l'entreprise ArcelorMittal. C'est une entreprise que je connais bien parce que je suis allé sur le site de Dunkerque à la fin de l'année dernière. Il y a toujours, plus que jamais, de très grandes inquiétudes sur l'avenir de ce site-là et du coup des 6000 emplois qui sont liés. En fin d'année dernière, j'avais pu rencontrer d'abord
les syndicats, CGT, CFDT, qui représentent du coup les salariés, et ensuite le directeur de l'usine. Et j'étais sorti de cette journée en étant hyper inquiet sur l'avenir d'ArcelorMittal. Juste après ça, ArcelorMittal a annoncé la suspension de tous leurs projets de production d'acier vert partout en Europe, alors qu'ils ont déjà obtenu des aides massives de la part de plusieurs États européens. C'est 4-5 milliards d'euros qui ont été promis par différents États européens pour aider ArcelorMittal à investir dans la production d'acier vert. C'était le cas en Allemagne, en Belgique, en Espagne, mais aussi en France, où l'État a mis 850 millions d'euros sur la table pour soutenir ArcelorMittal. Et ArcelorMittal a perçu une partie de cet argent-là, s'assoit pour l'instant sur le reste, en suspendant tous ses projets. Or, il faut être très clair, il n'y a pas d'avenir pour la sidérurgie française si on ne passe pas à l'acier vert. Si on ne passe pas à l'acier vert, on n'aura aucune manière d'être compétitif vis-à-vis de la Chine. Et par ailleurs, on échouerait si on ne passe pas à l'acier vert à transformer, à verdir notre industrie. Une industrie dont, encore une fois, on aura toujours besoin, puisqu'on aura besoin d'acier vert pour des voitures, pour des éoliennes et aussi pour le secteur de la défense. Donc moi j'ai échangé encore avec le député Julien Gauquel en fin de semaine dernière pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. On est en train de se coordonner avec mes camarades sociodémocrates européens, Jens Geier qui est allemand, Bruno Tobak qui est belge, flamand, et Nicolas González Casares qui est espagnol. Et on va agir ensemble pour être capable de mettre la pression maximale sur ArcelorMittal en passant notamment par la Commission européenne. Et on appelle le vice-président de la Commission européenne, Stéphane Séjourné, qui par ailleurs est français, mais qui est surtout vice-président en charge de l'industrie, d'agir. Parce que c'est inacceptable qu'on ait une entreprise qui regarde tout ça du point de vue de l'Inde, parce que ArcelorMittal, c'est aujourd'hui contrôlé par la famille Mittal, qui est basée en Inde, qui refuse d'investir en Europe, alors qu'encore une fois, on a les structures de marché qui permettent de produire dans l'acier décarboné, mais aussi des aides publiques extrêmement généreuses, dont une partie de l'argent a déjà été donnée, malheureusement sans condition, mais une partie de l'argent a déjà été donnée à ArcelorMittal. Pour parler de l'acier, mais montrer aussi qu'il y a une voie de sortie. En même temps qu'il y avait ces annonces-là, moi j'étais à Fos-sur-Mer, c'est un port industriel qui est juste à côté de Marseille, pour notamment visiter une usine de production d'acier. Alors les gens du Sud se souviennent de ça comme étant l'ancienne usine Ascométal, et qui clairement est dans son jus, hein. C'est une usine qui est très très vieille, et qui avait eu énormément de problèmes, elle a été en redressement 3 fois, etc. Beaucoup d'inquiétudes des salariés sur place quant à l'avenir de l'usine. L'usine a finalement été reprise par une entreprise familiale italienne qui est dans la sidérurgie, qui s'appelle Ascométal, et qui, face aux incertitudes, quand ils voient ArcelorMittal qui baisse leur production, quand ils voient tous les problèmes avec Trump, la Chine, etc., ont décidé d'investir dans leur propre capacité de production d'acier primaire. Et ils investissent entre 600 et 750 millions d'euros sur le site de Fos-sur-Mer. Donc ils ont repris l'ancienne usine Ascométal. Et ce que je visitais du coup, c'était l'usine actuelle, mais surtout le projet qu'ils sont en train de porter pour décupler la production d'acier, et de faire ça avec à la fois de l'acier recyclé, donc c'est prendre de la ferraille, ce qu'ils font déjà, hein, prendre de la ferraille, le mettre dans un four électrique pour être capable de faire fondre cet acier pour ensuite pouvoir le vendre, mais aussi avec une production d'acier utilisant du minerai de fer pré-réduit, donc ce fameux acier vert fait à partir d'hydrogène, puisqu'ils sont juste à côté d'un projet qui devrait voir le jour, qui s'appelle Gravity, qui vise à produire du minerai de fer pré-réduit, donc à partir d'hydrogène. Ce que je trouvais fascinant, c'était la concomitance de ces deux éléments-là. On a sur le même pays, la France, dans le même continent, sur le même marché européen, deux entreprises qui clairement font des choix complètement différents. Le choix de Mittal, honnêtement, j'ai du mal à le comprendre, mais si jamais ils veulent tout délocaliser en Inde et au Brésil, c'est à peu près ça qu'il faut faire. Et le choix d'une entreprise européenne, une entreprise familiale italienne, qui investit de l'argent privé avant tout, pour être capable de moderniser la production et de produire de l'acier recyclé et de l'acier vert en Europe, puisqu'il y a un marché pour ça. Alors en termes de politique publique, nous, il faut qu'on aille plus loin. On a obtenu de la Commission européenne un plan d'action sur l'industrie sidérurgique et sur les métaux. C'est un des éléments sur lesquels j'ai pu échanger avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, début mars, notamment sur ces enjeux de l'acier recyclé. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la ferraille qu'on a en Europe, on la recycle en Europe, alors qu'aujourd'hui elle est très massivement exportée à l'étranger, notamment en Chine, bien évidemment. Et donc là-dessus, on se donne l'objectif de faire en sorte que le maximum de matières premières qu'on a en Europe, on le garde en Europe. Ce sera bon pour l'écologie, ça évitera du transport de bateaux non nécessaire, ça permettra aussi de consommer
dans le cadre du recyclage, une électricité décarbonée, parce que l'immense majorité de l'électricité en Europe, elle est déjà décarbonée grâce aux énergies renouvelables et aussi grâce au nucléaire dans plusieurs pays européens. Il vaut mieux utiliser l'électricité européenne que l'électricité chinoise où il y a encore quand même beaucoup de charbon. Et enfin, c'est aussi un élément de souveraineté et d'emploi, puisque c'est aussi en faisant en sorte qu'on puisse recycler de l'acier chez nous en Europe qu'on va trouver une véritable viabilité économique. Déjà pour le site de Fos-sur-Mer à Marcheliaga, ça c'est déjà, si je puis dire, dans les tuyaux, mais surtout pour les sites qui sont aujourd'hui détenus par ArcelorMittal, où clairement les inquiétudes sont très élevées, malheureusement à juste titre. Le dernier point sur lequel on travaille, c'est aussi de créer un marché spécial pour l'acier vert européen, et ça c'est tout le travail qu'on fait dans la délégation des sociodémocrates européens, et notamment la délégation française. L'idée, c'est d'avoir une préférence européenne et que lorsqu'on achète de l'acier dans le cadre d'un marché public, sur la défense, mais aussi dans le secteur du bâtiment, de la construction, on puisse mettre des critères de préférence européenne et de préférence écologique, ce qui permettra du coup de sécuriser une partie du marché pour l'acier vert européen et du coup de protéger l'industrie verte européenne de l'industrie polluante chinoise qui sera probablement toujours en surproduction d'acier très carboné, fait uniquement à partir de charbon. Pour finir, je voulais vous parler de quelque chose qui est à la fois un immense risque pour l'humanité et en même temps une immense opportunité pour l'Europe. C'est la situation des scientifiques aux États-Unis aujourd'hui. Vous regardez comme moi ce que fait l'administration Trump et clairement ils sont lancés dans une croisade contre la science. Il y a des dizaines, des centaines, des milliers de scientifiques américains qui ont perdu leur boulot dans quasiment tous les secteurs. Le secteur de la santé particulièrement touché, mais aussi le secteur lié aux questions climatiques, notamment les climatologues. Il y a aussi une peur de beaucoup d'intellectuels, de beaucoup d'universitaires américains qui quittent le pays. Il y a notamment 3 historiens états-uniens, dont un qui s'appelle Timothy Snyder, et que voilà, je me suis beaucoup basé sur les travaux de Timothy Snyder pour comprendre l'histoire de l'Europe. Et ces 3 historiens-là, dont Timothy Snyder, ont choisi de quitter les États-Unis et d'émigrer au Canada pour être en sécurité. Donc on en est là, et c'est évidemment d'abord et avant tout une très mauvaise nouvelle pour le monde libre, puisqu'on a les États-Unis qui sont dans une sorte de chasse aux sorcières. Alors ça peut rappeler un peu le macartisme des années 50. Je dis ça aussi parce que c'est pas certain que Trump continue à faire ça, puisque McCarthy il a eu une vie politique qui s'est vite terminée quand même, parce que les Américains se sont rendus compte du niveau de bêtise de cette chasse aux sorcières, mais il va peut-être continuer. Et ça, on ne sait pas. Pourquoi c'est une mauvaise nouvelle dans le monde ? Déjà parce qu'il y a plein de projets de recherche aujourd'hui qui sont morts. Il y a des projets de recherche, vous ne pouvez pas les recommencer, notamment dans le domaine médical. À partir du moment où vous avez arrêté le projet, en fait, tout est perdu. Vous ne pouvez plus le redémarrer, c'est pas un truc sur lequel vous pouvez faire pause. Et on va pas se mentir, s'il y a une pandémie mondiale qui est en train de naître en ce moment, on va être beaucoup moins armé pour y résister que si Trump n'avait pas fait toutes ces bêtises-là, notamment dans le secteur scientifique médical. Et dans le secteur scientifique lié à la climatologie, là aussi, il y a des tas de projets qui ne voient pas le jour. Et donc ça veut dire qu'on va être beaucoup plus désarmé en réalité face au changement climatique que si Trump n'avait pas fait toutes ces idioties. Alors après, c'est quand même potentiellement une opportunité pour l'Europe, si on veut voir disons le verre à 10% plein pour nous Européens. C'est que ces scientifiques-là, ils veulent plus vivre aux États-Unis. Ils vont aller ailleurs, beaucoup vont aller au Canada. Mais ils peuvent aussi venir en Europe. Moi, en fait, en voyant ça, ça me fait penser à 2 moments de l'histoire européenne. Le premier moment, et qui est le moins connu, c'est la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV. Donc, on était en France au XVIIe siècle, et on avait réussi à limiter les guerres de religion avec un édit de tolérance qui permettait aux protestants français d'exercer leurs croyances comme ils le souhaitaient. Louis XIV révoque l'édit de Nantes, et les historiens estiment qu'il y a à peu près 150 000 Français qui fuient. Là-dessus, il y avait beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'officiers de la Marine nationale, beaucoup de commerçants, mais aussi des scientifiques. Il y en a un que je connais un peu parce que j'ai un petit peu grandi dans une rue qui portait son nom et j'étais curieux. C'est Denis Papin. C'est un scientifique français qui était par ailleurs protestant et qui, parmi ses grandes inventions, a inventé la machine à vapeur. Pour pouvoir rester libre, il a dû quitter la France après la révocation de l'édit de Nantes. Il a fini en Grande-Bretagne. Il a propagé du coup son invention. Et beaucoup plus tard, après beaucoup d'améliorations qui ont été faites par plein de personnes, il y a un certain James Watt qui va vraiment améliorer la machine à vapeur. Et c'est un des éléments, une des technologies de la révolution industrielle anglaise
du XVIIIe siècle. Donc vous voyez avec cet exemple de Denis Papin que lorsqu'un pays devient intolérant, et ben en fait il s'appauvrit intellectuellement, scientifiquement, mais aussi économiquement. Alors c'est arrivé à la France de Louis XIV, c'est aussi arrivé à l'Allemagne des années 30. Énormément de physiciens allemands sont partis en 33, en 34, en 35. Le plus connu de tous c'est Albert Einstein, mais si vous voulez c'est juste la pointe émergée de l'iceberg. Ils ont été des centaines, des milliers de scientifiques à fuir l'Allemagne pour plein de raisons, mais avant tout parce qu'ils ne pouvaient plus exercer leur métier de scientifique dans l'Allemagne de 1933 et des années après. Et beaucoup d'entre eux sont allés aux États-Unis, et c'est un moment en fait où il y a une bascule du monde universitaire, notamment dans la physique et la chimie, qui était en fait dominée par les Allemands en Allemagne et qui ensuite a été dominée par les Américains, dont les Allemands aux États-Unis d'Amérique. Ça me fait penser d'ailleurs à une blague, si je puis dire, où les Américains expliquaient aux Allemands qu'ils avaient gagné la Seconde Guerre mondiale parce que les Américains avaient de meilleurs scientifiques allemands que les Allemands. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on doit faire nous Européens ? Il faut qu'on reprenne le drapeau du monde libre. Ça fait des décennies qu'on a laissé les Américains être les leaders du monde libre. C'était pas d'ailleurs une très très bonne idée parce qu'ils ont fait quand même des tas de bêtises avec la guerre en Irak, et même sous Obama il y a eu des attaques contre la souveraineté industrielle française, je pense notamment à la vente d'Alstom Energy devenue General Electric. Mais bon, grosso modo, les Américains faisaient à peu près le job, et surtout n'étaient pas des gens qui faisaient des alliances actives avec des tyrans fascistes comme Vladimir Poutine, ou faisaient une chasse aux sorcières contre les scientifiques américains. Aujourd'hui, on vit dans un monde différent, et donc ici au Parlement européen, on travaille pour que, avec la Commission européenne, on puisse ouvrir nos portes aux scientifiques qui aujourd'hui sont basés aux États-Unis, à la fois ceux qui ont la nationalité états-unienne, mais aussi ceux qui viennent du monde entier. Les Canadiens, les Colombiens, les Mexicains, les Indiens, les Européens aussi, qui ont fait le choix d'aller aux États-Unis pour pouvoir mener leur projet de recherche. Il faut qu'on soit aujourd'hui, nous Européens, capables de les accueillir. Déjà, parce qu'il en va du progrès pour l'humanité. On a besoin de ces personnes-là, on a besoin qu'elles continuent leurs travaux médicaux, on a besoin qu'elles continuent leurs travaux climatiques, et sur évidemment plein d'autres sujets aussi, parce qu'il en va de l'avenir de l'espèce humaine et aussi de la qualité de la vie des êtres humains sur Terre. Et par ailleurs, ce sera aussi une véritable opportunité économique, puisqu'on sait qu'autour de ces chercheurs-là se crée tout un tissu d'étudiants, d'entrepreneurs, d'ingénieurs qui, en étant à proximité avec les gens qui sont à la pointe de leur domaine, peuvent avoir de nouvelles idées, et pour ceux qui vont ensuite dans le monde économique, développer ces idées pour pouvoir assurer la prospérité économique. On ne peut pas changer ce que fait Trump, en tout cas nous en Europe on ne peut pas changer, moi j'ai pas le droit de vote aux États-Unis, mais par contre on peut changer la politique européenne, faire en sorte qu'elle soit encore plus accueillante au milieu scientifique, pour que tous les scientifiques du monde puissent trouver en Europe un havre de paix, un havre où ils peuvent exercer leur liberté de recherche, leur liberté scientifique, leur liberté académique. C'est essentiel pour l'avenir du progrès de l'humanité, mais ce sera aussi une très bonne chose pour nous Européens. Voilà, donc merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à mon profil, taper sur la petite cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée.